Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans le numéro d'octobre 2025 du magazine Cerveau et Psycho. Un numéro assez dense qui explore pas mal de facettes de notre cerveau et de notre psychologie face au monde actuel. Oui, bonjour. Un numéro riche en effet avec des sujets variés. Au sommaire, un gros dossier, on le voit bien sur la couverture, insomnie. Comment retrouver le sommeil? Ça concerne beaucoup de monde. Mais on va voir qu'il y a aussi d'autres choses. Les micro-habitudes, ChatGPT et les jeunes, le langage, des découvertes en neurosciences. Tout un programme. Voilà. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, d'en extraire les infos clés, les découvertes importantes. Alors, on attaque direct avec ce dossier principal sur l'insomnie. Allons-y. C'est vrai que c'est un sujet majeur. Le magazine le dit d'emblée, c'est un vrai enjeu de santé publique. Un Français sur 7 serait touché. Ça fait quasiment 9 millions de personnes. La question, comment retrouver le sommeil, elle est cruciale. Oui, l'impact est énorme. L'insomnie chronique, et attention, c'est pas juste mal dormir une nuit de temps en temps, hein. On parle de difficulté à s'endormir, de se réveiller souvent la nuit ou trop longtemps, ou alors trop tôt le matin, et surtout avec cette impression de pas avoir récupéré. Et ça a des conséquences dans la journée, j'imagine. Ah là oui, des conséquences bien réelles. La fatigue, bien sûr, mais aussi des problèmes de concentration, de mémoire, on est plus irritable, on a des coups de pompe. Le dossier cite même une étude de la Rand Corporation qui a chiffré le coût économique. C'est colossal en perte de productivité. D'accord. C'est un problème complexe alors. Pour savoir comment agir, le MAG explore les causes. Et c'est pas simple, c'est multifactoriel. On commence par l'horloge biologique, le fameux rythme circadien. Exactement. Notre corps, il est calé sur environ 24 heures pour alterner veille et sommeil. Et ce rythme, il est sensible. Il peut être perturbé par les horaires décalés, le travail de nuit, mais aussi, et ça c'est important, l'exposition à la lumière au mauvais moment. Les écrans le soir, c'est ça. Voilà, la lumière bleue des écrans le soir, c'est particulièrement pointé du doigt. Ça freine la mélatonine, l'hormone du sommeil, et puis il y a aussi le bruit, bien sûr. C'est une des plaintes principales des insomniaques. Et il y a un autre mécanisme dont parle l'article, la pression homéostatique. C'est l'idée que plus on reste éveillé, plus on a besoin de dormir, c'est ça? C'est ça, comme une sorte de jauge de fatigue qui se remplit au fil de la journée. Mais attention, si on fait des siestes trop longues ou trop tard dans l'après-midi, ça peut vider cette jauge trop tôt. Et du coup, le soir, on a moins envie de dormir. Ça perturbe le système. Logique. Et puis, il y a bien sûr les facteurs psychologiques. Ça, c'est crucial. Le stress, l'anxiété et surtout les ruminations mentales. Vous savez, quand on est au lit et qu'on commence à s'inquiéter de ne pas dormir. Ah oui, le cercle vicieux. Exactement. C'est cet état d'hypervigilance où le fait même de s'inquiéter de ne pas dormir nous empêche de dormir. Paradoxal mais très fréquent. Le magazine parle aussi d'une sorte de prédisposition, une hyperréactivité émotionnelle au stress. Certains seraient plus sensibles. Oui, c'est un concept assez ancien, de Spillman en 86. L'idée, c'est que certains ont une base, disons, plus réactive au stress. Et quand un événement déclencheur arrive, un souci au travail, un problème personnel, chez ces personnes, ça peut plus facilement basculer vers l'insomnie chronique. Et ensuite, des facteurs de maintien, comme les mauvaises habitudes ou l'anxiété de ne pas dormir, la font perdurer. Et le cerveau dans tout ça? La neurobiologie, elle dit quoi? Elle confirme cette idée d'un cerveau qui reste en alerte. L'imagerie cérébrale, l'IRM fonctionnel, montre que chez les insomniaques, même quand ils sont au repos, certaines zones, comme l'hypothalamus, l'amygdale, l'insula, restent anormalement actives. Ce sont des zones liées à l'éveil, à l'alerte, aux émotions. C'est comme si le cerveau n'arrivait pas à se mettre complètement en veille. Fascinant et un peu inquiétant à la fois. Bon, alors, si on comprend mieux les causes, quelle solution propose le magazine? Quelle est l'approche qui marche? Alors, la thérapie de référence, et le dossier insiste vraiment là-dessus, c'est la TCCI, la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie. Son efficacité est vraiment prouvée, on parle de 70 à 80% d'amélioration, et surtout, c'est durable, bien plus que les somnifères sur le long terme et sans les effets secondaires ou la dépendance. TCCI. Et ça repose sur quoi concrètement? Il y a une infographie, page 25, qui détaille 4 piliers. Le premier, c'est la somno-éducation. C'est quoi?
C'est la base en fait, comprendre comment fonctionne le sommeil, quels sont nos vrais besoins, parce que tout le monde n'a pas besoin de 8 heures pile, hein, ça varie. Connaître aussi son chronotype, est-ce qu'on est plutôt du matin, du soir, et puis surtout démonter les fausses croyances, les idées reçues sur le sommeil qui génèrent de l'angoisse. D'accord. Le deuxième pilier, c'est la restriction du sommeil. Ça m'intrigue. Restreindre le temps au lit pour mieux dormir. Ça paraît contre-intuitif, non? Ça peut surprendre, oui, mais c'est très logique. L'idée, c'est de faire coïncider le temps qu'on passe au lit avec le temps où on dort vraiment. Si quelqu'un passe 9 heures au lit mais ne dort que 6 heures, eh bien, au début de la thérapie, on va lui demander de ne rester que 6 heures au lit. Ah oui. Et ça marche? Oui, parce que ça augmente ce qu'on appelle l'efficacité du sommeil, le pourcentage de temps endormi par rapport au temps passé au lit. Et surtout, ça renforce la pression de sommeil, cette fameuse jauge de fatigue dont on parlait. Alors c'est vrai au début, ça peut rendre un peu plus somnolente en journée, J'imagine. mais c'est souvent une étape nécessaire pour que le sommeil redevienne plus profond et plus continu. D'accord. Troisième pilier, le reconditionnement ou contrôle du stimulus. L'idée, c'est de réassocier le lit au sommeil. Exactement. Que le lit redevienne un signal fort et unique pour dormir. Donc la règle, c'est le lit, c'est pour dormir et pour l'activité sexuelle. Point. Pas de lecture, pas de télé, pas de smartphone au lit. Et si on n'arrive pas à s'endormir en, disons, 15-20 minutes, hop, on se lève. Au sort du lit. Oui, on va dans une autre pièce, on fait une activité calme, lire un peu, écouter de la musique douce, et on ne retourne se coucher que lorsque l'envie de dormir revient vraiment. Il faut casser cette association, lit égale énervement, frustration de ne pas dormir. Très clair. Et le quatrième pilier, la restructuration cognitive. Là, on travaille sur les pensées. Tout à fait, on s'attaque directement aux pensées anxieuses, aux croyances négatives sur le sommeil. Le fameux « ah là là, si je ne dors pas mes 8 heures, demain ma journée est fichue ». La TCCI apprend à identifier ces pensées automatiques, à voir en quoi elles sont peut-être exagérées ou fausses, et elle est remplacée par des pensées plus réalistes, moins angoissantes. Gérer les ruminations, c'est une compétence clé qu'on apprend. C'est vraiment une approche complète qui agit sur plusieurs niveaux. Le magazine donne aussi des conseils plus pratiques. Une checklist pour bien dormir, page 31. J'en note quelques-uns. La régularité des horaires, même le week-end, ça c'est la base. Fondamental, oui. L'exercice physique, mais pas juste avant de dormir. L'environnement, une chambre calme, sombre, fraîche, 18-20 degrés c'est l'idéal. Éviter les dîners trop copieux, les excitants comme le café, l'alcool l'après-midi. Et la règle d'or aujourd'hui, couper les écrans au moins 1 heure avant d'aller au lit. Oui, cette lumière bleue qui perturbe la mélatonine, c'est vraiment un facteur important dans notre société actuelle. Ces règles d'hygiène du sommeil, c'est un bon début, mais la TCCI va plus loin. Elle cible vraiment les mécanismes profonds de l'insomnie. Le dossier insiste aussi sur l'impact de notre environnement moderne. Le bruit, la pollution lumineuse. Ah oui, le bruit, c'est la plainte numéro 1, surtout en ville. Et la lumière artificielle, notamment les LED, ça dérègle notre horloge interne. Le magazine cite un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. Il y a 15 ans, c'était 10-12% des gens qui dormaient moins de 6 heures par nuit. Aujourd'hui, ce serait 35%. 35%. C'est énorme. Une augmentation massive, ça montre bien l'impact de nos modes de vie. Une petite note d'innovation pour clore ce chapitre insomnie. Un projet page 26 qui utilise l'analyse de la voix pour mesurer le manque de sommeil. Oui, l'idée c'est que notre voix change quand on est fatigué. Le ton, le débit, ça pourrait devenir un outil de diagnostic ou de suivi, mais c'est encore au stade de la recherche. Intéressant. Donc, pour résumer sur l'insomnie, le message clé, c'est vraiment qu'il y a des solutions efficaces et durables, notamment la TCCI. Ça demande un effort, c'est sûr, changer ses habitudes, ses pensées, ça prend du temps, mais les résultats sont là. Et les siestes, oui, ça peut aider ponctuellement, mais courtes, moins de 30 minutes et avant 15 heures, sinon ça perturbe la nuit. Très bien. Alors, si l'insomnie montre comment nos routines peuvent mal tourner, un autre article s'intéresse à l'inverse. Comment créer de bonnes habitudes. Les micro-habitudes. L'article, page 51, titre « Changer sa vie petit à petit ». On en entend beaucoup parler avec le livre Atomic Habits notamment. C'est séduisant comme idée, des petits pas pour de grands changements. Quelle est la base scientifique? Eh bien, le magazine explique bien le mécanisme neuroscientifique derrière ça. En gros, une habitude, c'est un comportement qui devient automatique. Il est déclenché par un indice dans notre environnement.
Et plus on répète une action dans un contexte donné, plus la connexion entre les neurones qui gèrent cet indice et cette action se renforce. Le fameux, les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Exactement. On passe d'un contrôle volontaire qui demande de l'effort, qui utilise notre cortex préfrontal, à un système beaucoup plus automatique, presque réflexe, qui implique d'autres zones du cerveau. Et ça libère notre attention, notre énergie mentale pour autre chose. D'accord. Et comment on fait pour créer ces habitudes? L'article parle de habit stacking, l'empilement d'habitudes. Oui, c'est une technique qui marche bien. L'idée, c'est d'accrocher la nouvelle petite habitude qu'on veut créer à une habitude qu'on a déjà, qui est bien ancrée. L'habitude existante sert de signal, de déclencheur. Par exemple, l'article donne l'exemple: si vous voulez méditer 1 minute chaque jour, faites-le juste après avoir bu votre café du matin. Le café devient le signal pour méditer. Malin. Et le magazine donne des exemples tout simples, page 54. Boire un verre d'eau en seulement, faire juste 5 minutes de marche après le repas, préparer ses légumes le soir pour le lendemain. La clé, c'est vraiment de commencer tout petit. C'est ça, tout petit pour que ce soit facile, pour qu'il n'y ait quasiment pas de résistance. Et la répétition dans un contexte stable, c'est la simplicité, la répétition et le contexte qui ancrent l'habitude. Mais l'article parle aussi de comment se défaire d'une mauvaise habitude. Et là, juste vouloir arrêter, ça ne suffit pas. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut la remplacer. Trouver une nouvelle habitude qui est incompatible avec l'ancienne. C'est ce qu'on appelle la Habit Reversal Therapy. L'exemple typique, c'est pour arrêter de se ronger les ongles. Dès qu'on sent l'envie monter ou qu'on commence le geste, on fait autre chose avec ses mains. Serrer le poing, par exemple. Une action de remplacement. Voilà. Il y a une étude allemande de 2023 qui est citée sur des gestes répétitifs comme se gratter ou s'arracher les cheveux. Remplacer ces gestes par des caresses douces sur la peau, ça a bien marché pour pas mal de participants. L'important, souligne l'article, c'est de choisir un comportement de remplacement qui nous convient, qui est facile à faire dans la situation. C'est personnel. Changer demande donc une stratégie active, pas juste de la volonté. Très intéressant. On passe à un sujet complètement différent et très actuel. ChatGPT, utilisé par les jeunes comme soutien psychologique. L'article titre ChatGPT, le nouveau psy des jeunes, page 62, ça décrit une tendance, apparemment. Oui, il semblerait que de plus en plus de jeunes utilisent ChatGPT pour parler de leurs problèmes, anxiété, stress, voire dépression. Les raisons évoquées, c'est que c'est gratuit, c'est disponible 24/7, et surtout, l'IA est perçue comme une oreille attentive qui ne juge pas. Il y a un témoignage d'ailleurs d'une jeune femme, Pauline, 24 ans. Oui, page 64, elle explique qu'elle l'utilise pour ses études, mais aussi quand ça ne va pas pour se confier, un peu comme elle le ferait avec une amie. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Quels sont les risques? L'article semble nuancé, il présente les bénéfices et les limites. Côté positif. Ça peut être un outil de psychoéducation. Donner des informations sur la santé mentale, expliquer des concepts, ça l'IA peut le faire. Ça peut aussi aider à structurer sa pensée, à formuler un problème. Si elle est bien guidée, elle peut même suggérer des techniques de base pour gérer le stress ou les émotions. Pour certains jeunes, ça peut dédramatiser la démarche de chercher de l'aide, être un premier pas moins intimidant qu'aller voir un psy. Et puis il y a l'accessibilité immédiate, c'est vrai. Mais il y a des mais, j'imagine. Des limites importantes. Ah oui, des limites fondamentales même. Le point clé, c'est que ChatGPT ne comprend pas. Il ne ressent pas d'empathie. Ses réponses sont basées sur des calculs de probabilité à partir de milliards de textes qu'il a ingérés, pas sur une compréhension réelle de la souffrance humaine, de ses nuances. Tout le non-verbal, le ton de la voix, les expressions qui est si important en thérapie, ça lui échappe totalement. Donc risque de réponse à côté de la plaque. Oui ou inappropriée, voire dangereuse si la personne est en crise, si elle a des idées suicidaires. L'IA n'est pas formée pour gérer ça. Il y a aussi la question de la confidentialité, soulevée page 65. Que deviennent les données confiées à ChatGPT? Elles peuvent être utilisées par OpenAI. Et puis, le risque d'isolement, si l'IA remplace les vraies relations humaines. Ou la déception, si on attend de l'IA une aide qu'elle ne peut pas fournir. Un psychiatre, Jérôme Palazzolo, donne son avis, pages 65 et 67. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle de ChatGPT comme d'une possible béquille émotionnelle, un complément, éventuellement. Mais il insiste, ça ne remplacera jamais un thérapeute humain. C'est un outil, pas un psy. Il faut l'utiliser avec beaucoup de discernement, d'esprit critique. Une mise en garde importante face à ces technologies. On change encore de registre avec le langage.
Une interview, page 78, avec Isabelle d'Autriche, chercheuse en psychocognitive. Le titre est un peu provocateur, hein. Le langage repose sur des biais cognitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée forte, c'est que même si les langues humaines sont incroyablement diverses, le français, l'arabe, le russe, etc., elles partageraient des structures fondamentales communes. Et ces structures ne seraient pas là par hasard, elles découleraient de la façon dont notre cerveau, à tous, traite l'information, de nos biais cognitifs universels. Un exemple concret. L'exemple le plus frappant qu'elle donne, page 81, c'est le biais attentionnel qui fait que, dans la quasi-totalité des langues, on a tendance à mettre le sujet, celui qui fait l'action, avant l'objet. On dit spontanément « le chat mange la souris », pas « la souris est mangée par le chat ». Cette préférence pour mettre l'agent en premier serait liée à la façon dont on perçoit et traite une scène d'action. Et ce serait très précoce, on l'observerait déjà chez les bébés de 6 mois. Incroyable. Donc notre langage n'est pas juste un code abstrait, il est façonné par notre cerveau, par notre manière de voir le monde. Et c'est exactement ça. Il est profondément ancré dans notre fonctionnement cognitif. Fascinant. Bon, on a couvert les gros dossiers, mais le magazine est plein d'autres petites pépites, des articles plus courts. On peut peut-être en survoler quelques-uns. Par exemple, j'ai vu un truc sur le cerveau et la perception de la réalité. Oui, il y a ce cas clinique assez incroyable d'Yvette, page 84-88. Une femme qui avait des hallucinations hyper complexes, visuelles, auditives. Elle avait l'impression de flotter, de voir son corps tout déformé. Flippant. Et c'était dû à quoi? À une petite malformation vasculaire dans le cerveau, un cavernome, qui provoquait des crises d'épilepsie dans une zone très particulière. La jonction temporo-pariétale droite. C'est une zone carrefour essentielle pour intégrer toutes les infos de nos sens, pour construire l'image de notre corps et notre sentiment d'être nous. Quand cette zone déraille à cause d'une crise, ça peut complètement chambouler notre perception de la réalité jusqu'à provoquer des expériences de sortie du corps. Ça montre bien à quel point notre réalité est une construction de notre cerveau. Une construction fragile, apparemment. Et dans un autre article, page 73-77, on apprend que des chercheurs ont réussi à détecter une lumière hyper faible, des biophotons, émises par le cerveau humain. L'intensité varie avec l'activité mentale. On ne sait pas trop d'où ça vient ni à quoi ça sert, mais c'est assez fou d'imaginer que notre cerveau émet de la lumière. Carrément. Le magazine parle aussi de l'impact de notre environnement, du monde moderne, sur notre cerveau. On a vu le bruit, la lumière. Oui, et il y a aussi un article, page 8, sur les vidéos très courtes, genre TikTok ou Reels. Une étude chinoise suggère qu'en abuser, surtout chez les jeunes, ça peut entraîner des signes d'addiction. On cherche la récompense immédiate, on a du mal à contrôler ses impulsions, et ils ont même vu des différences dans le cerveau en IRM chez les plus accros. Aïe! Et puis, page 7, une étude de l'Institut Pasteur sur le Covid long. Ils ont montré sur des souris que des traces du virus, son ARN, peuvent rester dans le cerveau des mois après l'infection. Et c'est associé à une inflammation, à des changements moléculaires. Ça pourrait expliquer certains symptômes neurologiques ou psy du Covid long, comme la fatigue chronique, les troubles de mémoire. Ça fait beaucoup de défis pour notre pauvre cerveau. Mais il y a quand même des nouvelles encourageantes du côté des traitements, non? Oui, heureusement. Page 6-7, des chercheurs coréens testent une molécule, KDS 2010, qui pourrait aider à éteindre la peur dans le stress post-traumatique. Ça agit sur le GABA, un neurotransmetteur qui calme le jeu dans le cerveau. Les premiers essais chez l'homme sont en cours. Espoir pour le trauma. Oui. Et page 12, une recherche super pointue avec l'optogénétique, on contrôle les neurones avec la lumière, a permis d'identifier chez la souris les neurones exacts qui associent une odeur à un souvenir chargé d'émotions. Un peu comme la Madeleine de Proust. Comprendre ça, ça pourrait aider à traiter la dépression ou le stress post-traumatique. Et il y a aussi une histoire de greffe de moelle osseuse. Oui. Page 10, pour une maladie neurodégénérative rare, l'idée c'est de modifier génétiquement des cellules de moelle osseuse pour qu'elles produisent des cellules immunitaires saines pour le cerveau. Chez la souris, ça a stoppé la maladie. Un essai clinique vient de démarrer chez l'humain. C'est porteur d'espoir. Tant mieux. Allez, quelques dernières brèves pour la route. J'ai noté les photos retouchées de Staline, page 41. Ah oui, en exemple historique de manipulation des images qui fait écho aux deepfakes d'aujourd'hui. Ça pose la question de la confiance qu'on peut avoir dans ce qu'on voit. Toujours d'actualité. Et les ragots, page 8, on en propagerait de manière stratégique. C'est ce que suggère une modélisation. On aurait tendance à colporter des infos négatives sur des gens qu'on perçoit comme des rivaux potentiels, ceux qui ont un statut social proche du nôtre. Pas très glorieux. Et enfin, un système anti-infection dans le cerveau, page 10.
Oui, une découverte suisse assez étonnante. Notre cerveau aurait un système d'alerte précoce via le nerf vague qui nous fait sentir qu'on couvre quelque chose, qu'on est mal fichu, avant même d'avoir de la fièvre ou le nez qui coule. Ça déclenche les comportements de retrait, la fatigue, pour économiser l'énergie et combattre l'infection. Le corps est bien fait quand même. Ce numéro est vraiment un voyage fascinant, hein. Du sommeil aux habitudes, de l'impact de la tech à la nature du langage, jusqu'au mystère de la conscience et aux nouvelles pistes de soins. Oui, une exploration très riche de notre cerveau et de notre psyché. Et pour peut-être ouvrir une dernière piste de réflexion. C'est intéressant de mettre en parallèle deux articles. D'un côté, celui sur les micro-habitudes, qui nous dit, pour changer durablement, il faut de la patience, de la répétition, un contexte stable, un effort conscient au début. Oui. Et de l'autre côté, l'article sur les vidéos courtes, qui pointe le risque d'une accoutumance à la récompense immédiate, à l'attention fragmentée, à une forme d'impulsivité. Où veux-tu en venir? Eh bien, on peut se demander comment notre environnement numérique actuel, avec ses notifications constantes, ses ratifications rapides mais superficielles, ses changements de sujet toutes les 30 secondes, comment tout ça est en train de façonner nos habitudes mentales profondes. Peut-être à notre insu. Est-ce que ça n'érode pas notre capacité à rester concentré, à persévérer sur des tâches longues, à poursuivre des objectifs qui demandent du temps? Quels automatismes cognitifs est-on en train de développer collectivement sans vraiment les choisir? Vaste question. Et assez fondamentale en effet. C'est sur cette interrogation qu'on va conclure notre plongée dans ce numéro d'octobre 2025 de Cerveau et Psycho. On espère que ce parcours vous a intéressé et apporté quelques éclairages.